Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité m'accompagne sur le plateau pour tenter d'en parler. Joseph Kabila peut-il, oui ou non, candidater en 2023 pour les présidentielles? Le débat est ouvert. Les différents salons politiques se déchirent sur la question. Qu'est-ce que la loi dit? On va essayer de scruter les droits positifs congolais pour savoir si l'ancien président de la République peut de nouveau être candidat président de la République. On parlera aussi de cette question épineuse de la révision de la Constitution à l'heure actuelle. Les léopards nous intéressent également parce qu'ils vont jouer demain et d'autres questions importantes d'actualité politique dès lors seront à la une. Pour la première fois, j'espère, c'est pas la dernière, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un, c'est M. Manix Iyenda. Monsieur Iyenda, bonjour. Bonjour Pero Luara, le célèbre Pero Luara. C'est un grand privilège d'être reçu sur ces sacrés plateaux pour un échange aussi républicain. Et permettez-moi quand même de commencer par reconnaître votre dextérité professionnelle, votre capacité intellectuelle, surtout le paradigme que vous présentez pour la jeunesse en termes de référentiels dans ce monde journalistique. Chapeau bas et plein courage et plein succès dans votre travail de qualité. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci, c'est touchant. Vous êtes président national du mouvement politique de la République. Volontaire plutôt de la République, c'est votre parti politique. Il y a l'UDPS, il y a l'UPPRD, il y a l'UPALU. Pourquoi décider de créer un autre parti, Malette? Nous ne sommes pas encore un parti politique comme tel. C'est un mouvement politique qui regroupe les différentes volontés individuelles des Congolais. Comme vous le savez, si vous lisez même le préambule de notre Constitution, 3e paragraphe, la Constitution nous dit « Animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit basé sur les valeurs de la démocratie politique, sociale, culturelle et économique. » Et donc, cette volonté qui déjà est considérée comme la denrée rare dans le chef du comportement des acteurs politiques est considérée pour nous comme notre leitmotiv, le champ de bataille, notre sens du combat pour apporter notre pierre d'édifice pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Et donc, nous travaillons avec volonté, c'est du volontariat politique et nous le faisons sans contrepartie, sans l'argent, seule la volonté d'un peuple qui peut construire ces Congos qui est aujourd'hui tombé dans un bourbier de désespoir. Je pose la question parce qu'aux yeux de certains de vos détracteurs, vous passez aujourd'hui comme un jeune intelligent, certes, mais qui incarne un peu les antivaleurs politiques qui gangrènent aujourd'hui la jeunesse de la RDC. On dit de vous que vous êtes très instable politiquement, vous êtes dans la transhumance. Hier, vous étiez tshisekéliste, aujourd'hui, vous êtes matatiste, un peu kabiliste. Vous étiez avec Guy Luando, il semble qu'il vous aurait donné ses ouvrages, que vous aurez détourné son argent. Tout ça, c'est des choses qui se racontent autour des Manix. Est-ce que vous êtes l'expression de l'instabilité politique ancrée dans la jeunesse congolaise aujourd'hui? Non, mais c'est parce que chez nous, dans le microcosme politique de notre pays, on définit la politique par rapport aux individus. La transhumance dont vous faites allusion, c'est défini comme la mobilité d'un acteur politique venant d'un parti X vers un parti Y. On ne parle pas de la transhumance intellectuelle parce qu'on sait que Manix Iyenda, sur le plan des visions, d'idéologie et surtout des responsabilités politiques, reste inamovible, puisque vous parlez des individus. Même si j'ai souvent de la difficulté pour aborder cette question des individus, surtout pas pour des individus que je dois considérer tous azimuts comme des immondices que je dois jeter dans la poubelle de l'histoire. C'est grave quand même okay. Si vous voulez que j'en revienne. Non, mais parce que on a l'impression que vous traînez tout ça, cette réputation. Non, mais Guy Luando dont vous avez fait allusion. Ah, c'est lui que vous parlez, c'est lui l'immondice. Non, mais Guy Luando n'a jamais eu de parti politique, ça vous le savez très bien. Guy Luando a fait recours à Manix Iyenda pour faire un travail intellectuel, faire la promotion justement de son ouvrage « Le Congo d'après ». Je le fais. Il y a eu un temps pour évoluer seul. Et d'ailleurs, Guy Luando... mais il y a eu un problème de comptabilité parce que vous avez reçu une certaine livraison d'ouvrages et puis l'argent... Guy Luando ne m'a jamais donné des ouvrages pour vendre les ouvrages. Je ne suis pas un vendeur d'ouvrages. Il y a des maisons d'édition, des maisons de vente
bien indiqué pour la vente de cet ouvrage. Donc l'immondice dont est question ici, c'est Guy Luando, vous le considérez comme une poubelle dans le cadre de la vie politique aujourd'hui? Non mais j'ai dit, s'il faudrait qu'on revienne sur ce terrain-là des immondices que l'on doit forcément jeter dans la poubelle de l'histoire, je le ferai. Je le ferai. Donc Luando, sa place est en poubelle? Ben écoutez, je n'ai pas été un vendeur des ouvrages de Guy Luando, moins encore. Un marchepied de Guy Luando, je suis un jeune très respectable, allez demander à Guy Luando, il vous dira qui est Manix Ienda. J'ai beaucoup travaillé à ses côtés, je lui ai beaucoup donné en termes de production intellectuelle, il le sait, et d'ailleurs, l'excellence Guy Luando me respecte beaucoup. Et donc, lui ne peut pas postuler dans ce genre de raisonnement pour traiter Manix comme un simple vendeur d'ouvrages. Ça, c'est une insulte. On sait qu'aujourd'hui, les relations entre vous deux ne marchent pas. Excusez-moi, j'ai pas envie de faire un débat sur les hommes, mais j'ai toujours dit que les idées sont portées par les hommes. Aujourd'hui, Manix, il parle, on doit quand même connaître un peu ce qu'il est. Mais entre-temps, vous étiez quand même dans le groupe des communicateurs de l'Union Sacrée. Subitement, vous allez chez Matata, on dit qu'il vous donne un peu d'argent, vous sortez de là, vous devenez matatiste. À l'heure actuelle, on dit de vous carrément que vous êtes kabiliste. Ça fait pas sérieux, Manix Ienda, pour un jeune aussi brillant que vous, non? C'est cela la difficulté d'être trempé dans un régime des ténèbres, un régime qui ne supporte pas la contradiction, un régime qui ne supporte pas la lumière. Lequel? Non, mais je parle de l'union sacrée de la nation. C'est le régime dans lequel nous avons voulu nous engager dans une responsabilité politique avec des valeurs. Mais malheureusement, les animateurs de cette famille politique crachent et marchent sur le même valeur. Vous avez parlé des communicateurs de l'union sacrée. J'en suis géniteur. Vous pouvez demander à tous ces gens-là. C'est pas Donald Kabasele? Non, mais pas du tout. Il était là où vous étiez? Non, mais pas du tout. Vous pouvez lui demander. Il a dit de vous que c'est Matata qui vous a instrumentalisé pour tenter de torpiller ce que lui, il a mis en place. Pas du tout. L'idée venait de moi. C'est moi qui ai appelé Emmanuel Chibambe, Donald Kabasele. Et tout était parti par le fait que nous avons décrié les silences coupables des acteurs politiques, autant pour l'Union sacrée, autant pour ceux de l'opposition politique, lorsqu'il y a eu un coup d'État manqué contre le président de la République. Nous avons convoqué tous les communicateurs, ceux-là qui défendent le président de la République. Nous nous sommes retrouvés autour d'une table et nous avons fait notre déclaration. Comme preuve, la déclaration que Donald Kabasele avait lue ces jours-là, cette déclaration a été écrite par moi, Manix Ienda. J'en suis les géniteurs et ils le savent. Mais d'où est venu le problème dans cette histoire? Lorsque nous avions été reçus par le président du Sénat, à qui j'ai beaucoup de respect, Bahati Lukwebo. Vous avez reçu 20 000 $, oui. Mais malheureusement, il y a eu des ramifications souterraines, des politiques, je vais dire de politiques des ténèbres, de politiques occultes, dont je ne savais vraiment pas au départ. Et tout a été instrumentalisé par notre ami, Donald Kabasele. Donald Kabasele. Nous, on ne savait pas que le président du Sénat, il avait un besoin d'un lobby pour prendre le bâton de commandement de l'Union sacrée de la nation comme coordonnateur. On ne le savait pas. Et monsieur le président du Sénat a utilisé effectivement certains membres de l'AFDC dans le groupe. Et le membre de l'AFDC ont tiré Donald Kabasele pour faire ce coup-là. Et lorsque nous étions reçus, à ma grande surprise, autant pour les autres, nous avions été surpris de voir Donald Kabasele présenter Bahati comme le coordonnateur de l'Union sacrée de la nation. C'est par là qu'on s'était rendu compte. Il y avait déjà... Donc il vous a roulé d'une certaine manière. Il vous a embrigadé dans une affaire... Il nous a totalement roulé. Et moi, je n'étais pas d'accord. Et parce que je n'étais pas d'accord, parce que j'ai été contre cette façon de faire, c'est à ce moment qu'ils ont commencé à tirer sur Manix Ienda. Matata Mponyo m'a appelé dans un cadre des cérémonies, des vernissages d'un ouvrage. Je suis allé, j'ai répondu à l'invitation de ces vaillants Congolais, de ces anciens ministres de la République qui méritent aujourd'hui les respects nationaux. Et cela ne peut pas poser un problème parce que j'assiste à la cérémonie d'un vernissage d'un ouvrage. Et d'où est parti le problème? On nous a encore invités par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Pourquoi? Pour soudoyer les acteurs, animateurs ou communicateurs de l'Union sacrée de la nation. Je dis, la gouvernance de M. Jean-Tini Ngobila ne me convainc pas. Je ne peux pas y prendre part. Je refusais. Et donc, finalement, je me suis rendu compte, nos amis, communicateurs de l'Union sacrée de la nation, se sont transformés comme des mendiants. Des mendiants un peu comparables aux enfants de la rue, à la seule différence. Et ils demandent en français, ils demandent en costume, et ils demandent dans le bureau climatisé, à la seule différence que ces enfants demandent de l'argent en plein boulevard, avec des tenues misérables, mais aussi en lingala. Donc les communicateurs de la majorité sont des chégués, mais en cravate. Non mais bien sûr que oui. Parce qu'ils font le travail de rançonner de l'argent auprès des acteurs politiques. Depuis la première déclaration écrite par Manix Ienda que je suis, posez-leur la question.
qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité dans le sens de la cellule, de la structure communicateur de l'Union sacrée de la nation? Pas du tout. Alors qu'ils ont été reçus par Bahati Lukwebo, ils ont été reçus par Ngobila, ils ont été reçus par les ministres de l'économie. C'est tout ce qu'ils font tous ces derniers temps. Et ça, c'est ridicule. Or, l'union sacrée que nous avions voulu adhérer, selon l'idée maîtresse du président de la République, c'était ces réceptacles d'idées conduites par la tridimensionnalité des valeurs. Parce que lorsqu'on parle de l'union sacrée de la nation, on parle de 3 valeurs fondamentales, que beaucoup d'ailleurs de l'union sacrée ne savent pas. On parle de l'union, ce qui appelle à la valeur de l'unité, fraternité, convivialité et solidarité nationale. On parle de la sacralité. Ici, il s'agit de la sacralité du peuple congolais. La sacralité du président de la République comme institution suprême et de surcroît la sacralité de notre loi fondamentale, notre pacte républicain, la constitution de la RDC. Et enfin, on parle de la nation. Comme vous le savez, la nation, c'est le vouloir vivre collectif. Et donc, cette tridimensionnalité des valeurs a été foulée à pied par le même animateur de l'Union sacrée de la nation. C'est comme ça que Manix Iyenda, je choisis entre l'escroquerie politique et la démagogie, je choisis le camp du peuple. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, l'exercice le plus difficile à faire en politique, c'est de défendre le régime de Félix Tshisekedi. Non, je veux venir. Quand est-ce qu'on se rend compte que le régime de Félix est difficile à défendre? Parce qu'il y a 3 semaines, il y a 1 mois encore, Manix Iyenda, vous étiez sur le plateau des télévisions, prêchant Tshisekedi comme un bon président. Vous étiez communicateur pour le compte de M. Tshisekedi. Vous y étiez contre tous ceux qui s'opposaient. Mais attendez, on ne peut quand même pas la nuit dire une chose et le lendemain matin dire une autre chose avec aussi de... Je veux dire, des véhémences que vous les faites, monsieur Iyenda. Vous savez, il n'y a pas de temps précis pour opter le chemin du bien. La seule façon de combattre le mal, c'est carrément de faire le bien. Et même quand quelqu'un fait du bien en retard, il faut lui dire chapeau bas, bravo. Même si ça ne vous prend que 24 heures. Non mais nous avions autant souffert. Quand est-ce que vous êtes rendu compte que Tshisekedi, c'était pas un homme à soutenir? Je vous ai dit, défendre le régime de l'union sacrée de la nation, c'est l'exercice le plus difficile à faire en politique. L'exercice le plus difficile à faire. Parce qu'en réalité, vous allez vous battre avec votre propre conscience. Est-ce qu'on va défendre Tshisekedi avec cette mauvaise gouvernance de Gentili Ngobila? C'est tellement difficile. Comment défendre le régime de Tshisekedi avec cette série d'entorses aux dispositions sacrées de la Constitution, et voire même il y a des gens qui crachent sur les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle? Comment on peut défendre un tel régime? Comment peut-on défendre un régime qui fait des scandales sur scandales? C'est tellement difficile. Et donc, je dis, entre l'escroquerie politique et de la démagogie, je crois qu'il est grand temps de choisir le camp du peuple. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous avions carrément eu le privilège d'avoir tout le président venant de toutes les zones linguistiques de notre pays. Tous voient déjà président Moluba, Congo échangeait. Il y a mon Mongala, Congo échangeait. Il y a mon Swahili, Congo échangeait. Il y a mon Congo échangé. C'est-à-dire qu'il faudrait que le peuple congolais, lors du rendez-vous entre le peuple et le président de la République, il faut que le peuple essaye un peu de réfléchir 2 fois. On va parler de ça. Mais laissez-moi finir l'affaire sur vous. Quelqu'un était sur ce plateau ici, il dit que vous vous targuez tellement de l'intellectualisme, hein. C'est vous qui avez rédigé tel, c'est vous qui avez rédigé tel. Vous avez quel diplôme? Parce qu'on dit que là aussi ça pose sérieusement problème. Vous n'avez jamais fini vos études, hein, alors que vous... Vous avez quel diplôme, monsieur Iyenda? C'est un débat de bas étage. Manix Iyenda, c'est un diplômé en droit. J'ai fait le droit public interne. Je me suis spécialisé dans le domaine du droit constitutionnel. Ma faculté, elle est là. À l'université de Kinshasa, ils peuvent aller. Ils peuvent consulter l'archivage de l'université. J'apprends que vous avez été de la même promotion avec Donald qui dit qu'il ne vous connaît pas. Vous n'avez jamais fait. Non mais écoutez, si Donald le dit, c'est quand même très grave. C'est plutôt lui qui fait la diversion sur la qualité d'avocat qu'il brandit. Alors tous nous savons qu'il n'est pas avocat. C'est grave. C'est grave les relations. C'est un défenseur judiciaire. Il peut mettre sa main sur le cœur, sa Bible devant lui, Dieu devant nous tous. Il peut dire au peuple congolais qui nous suit la vraie qualité qu'il peut brandir aux yeux et à la face du monde. C'est la qualité d'un défenseur judiciaire. Pourquoi mentir aux Congolais qu'il est avocat? Donc il n'a qu'un diplôme de graduat, lui? Non, mais c'est tout à fait normal. Ne peut qu'être défenseur judiciaire. C'est un porteur d'un diplôme de graduat. Mais vous êtes licencié. Parce que les débats, vous l'amenez aussi sur ce terrain-là. Je suis un peu peiné de vous poser ces questions, mais il me paraît quand même important, surtout que ça c'est la première fois que je reçois, que je vienne déblayer le terrain sur ce que vous êtes exactement avant d'entrer en profondeur. L'université de Kinshasa n'est pas au Kasaï.
l'université de Kinshasa n'est pas au Kivu, c'est là, à Kinshasa. Vous pouvez partir, aller vérifier. Il y a tout un service, il y a tout un département dans notre faculté de droit. Allez, moi, c'est hier que j'ai fait mon test de barreau comme avocat. Pourquoi mentir aux gens que je suis avocat alors que je ne le suis pas? L'humilité, l'honnêteté, la probité morale, ce sont là les valeurs qui doivent conduire les hommes d'État. Malheureusement, nous peinons d'avoir les hommes d'État. Aujourd'hui, ce sont de jeunes qui viennent prêcher par l'immoralité, des actes qui ne concordent pas avec l'esprit et la responsabilité des acteurs politiques que nous devons imprimer pour l'avenir de notre pays. Vous avez soutenu M. Tshisekedi. Aujourd'hui, vous êtes totalement contre lui. Qu'est-ce que vous reprochez à la gouvernance et à la gestion de la République par M. Tshisekedi? L'immoralité. Tshisekedi a amené l'immoralité aussi. Mais bien sûr que oui. L'immoralité, l'absence totale de la méritocratie, l'amateurisme dans la première institution président de la République. Il y a des gens qui sont venus, en réalité, on le considère comme des stagiaires professionnels au sommet de l'État. Ça, c'est quand même très grave. Je reproche cette série de scandales dont le chef des animateurs des institutions de la République. La mauvaise gouvernance, la mauvaise qualité, l'irresponsabilité politique, c'est cela le grand problème. Aujourd'hui d'ailleurs, regardez l'Union sacrée comme un réceptacle qui regroupe les différents acteurs politiques. Pour y faire part et pour se retrouver, il faut avoir essentiellement deux critères. Il faut faire partie d'une tribu bien connue et il faut être un applaudisseur du président de la République. Béton, béton, béton. Vous voyez des ministres en État, des responsables des institutions, des conseillers d'une institution sacrée comme le président de la République. Mais quand ils voient le président, ils disent « Fachi béton ». C'est quand même ridicule. Or, si vous êtes d'une autre tribu, dans ces régimes-là, peu importe vos capacités intellectuelles, vous n'allez pas se retrouver. Donc, vous accusez le régime Tshisekedi d'avoir introduit le tribalisme dans son mode de gouvernance? Mais bien sûr, ils sont hostiles aux autres tribus, ils sont hostiles aux hommes intelligents. Noël Tiani, c'est un Kassaïen. Noël Tiani, effectivement, c'est un Kassaïen, mais parce qu'il est intelligent, il ne va pas se retrouver dans ces régimes. Moukoko Samba, parce qu'il est intelligent, il ne va pas se retrouver dans ces régimes. François Mwamba, ouais, il est Kassaïen, mais parce qu'il est intelligent, il ne va pas se retrouver dans ces régimes. Mais il y en a quand même des intelligents dans ce régime, non? Les Nicolas Kazadi, rompu de couloirs des institutions de Bretton Woods. Franck Diongo, par le fait qu'il ne soit pas de cette tribu-là, il ne va pas se retrouver. Il ne va pas se retrouver. Et voit même certains journalistes qui ont déjà brandi leur tendance par le fait qu'ils sont d'une autre tribu, ils ne vont pas se retrouver. C'est cela le problème. C'est comme ça que je considère ces régimes-là comme un régime des ténèbres. Ils ne supportent pas la lumière, ils ne supportent pas la contradiction, ils ne supportent pas les hommes intelligents. C'est dommage. Malheureusement, vous nous avez berné, alors vous nous avez menti. La première de choses à faire, il fallait s'excuser auprès des Congolais. Demander pardon, parce que vous avez vendu ces régimes des ténèbres. Non, mais tout en étant dans ces régimes-là, moi j'ai toujours mis en avant-plan. Suivez mes différents discours, les valeurs républicaines. Beaucoup ne vous disent pas la vision du président de la République. Moi, je le dis tout le temps. Et je les brandis comme les fondamentales même de la gouvernance de Félix Tshisekedi. Parce que cette vision-là a été éclatée sous 4 piliers. Pilier de la bonne gouvernance, axé sur le fouet de la lutte contre les gabegies financières, la concussion, le détournement et toute la corruption dans toutes ses formes. La croissance économique durable, tout en ayant comme valeur de base le développement économique endogène. La bonne gouvernance, je l'ai dit, la création d'une société solidaire basée sur les valeurs de la solidarité, fraternité, concorde et unité nationale. Et enfin, l'homme considéré comme la priorité de priorité. C'est ce que Tshisekedi avait promis. C'est ce qu'il avait promis et c'est ce qu'il avait planté comme décor en termes de philosophie politique. Mais malheureusement, il est en contradiction avec sa propre vision. C'est cela le grand problème. Sur tous ces axes-là, vous ne retrouvez pas les Félix qui avaient fait. Ça, c'était lors de son discours de campagne. Mais bien sûr que oui. Non, ça c'était à l'entame même de sa prise de pouvoir en tant que président de la République. Regardez, lorsqu'il a pris la fonction en tant que président de la République, il y a eu un très grand répondant venant du peuple. Le peuple l'a dit, Félix Kobo Sanate, Papa Lobaka, le peuple d'abord. J'ai toujours dit, ces peuples-là étaient animés par le Saint-Esprit. Ce n'était pas l'intelligence des hommes, l'intelligence des individus. C'était l'esprit qui le conduisait pour rappeler à Tshisekedi qu'il n'avait pas droit à l'erreur.
Beaucoup d'ailleurs transforment cette chanson patriotique comme une vision du président de la République. Ça, c'est une fausseté nauséabonde. Le peuple d'abord veut dire, Tshisekedi, avant qu'on s'embonne en poche, avant qu'on ait sa famille, avant qu'on satisfaire l'intérêt à bateau, qu'on entoure, d'abord le peuple. Est-ce qu'on peut parler du peuple d'abord avec cette histoire des rames? C'est contradictoire. Est-ce qu'on peut parler du peuple d'abord avec ces spectacles des détournements des deniers publics dans les différentes institutions de la République? Est-ce qu'on peut parler du peuple d'abord pendant que le peuple ne se retrouve pas? Aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 ans, sans aucune politique d'employabilité. Vous savez, aujourd'hui, je peux vous faire quelques révélations. Allez au Sénat, c'est vrai, il y a eu un député national qui a fait quelques déclarations ou révélations sur le 1000 $ qui se partagent au sein de l'Assemblée nationale. Autant pour le Sénat, il y a de 1000 $ qui se partagent là-bas. Il y a une liste de plus de 93 personnes venant d'un parti politique bien déterminé. Je parle de l'AFDC et alliés. Ils reçoivent 1000 $ chaque fin du mois. Des gens qui ne travaillent même pas au Sénat. Quid alors des éléments de la police? Ils en touchent combien? Nos vaillants combattants soldats de la FRDC, ils en touchent combien? Les fonctionnaires publics de l'État, ils en touchent combien? Et c'est cela le peuple d'abord? C'est ça même la difficulté de continuer de défendre le régime de Félix Tshisekedi. Un régime des ténèbres. Et nous devons installer la lumière. En faisant quoi? 2023, vous battez campagne contre Félix. Il doit partir. Non mais Félix doit partir. Félix doit partir. L'histoire de Félix Tshisekedi doit se raconter dans un passé. C'est un passé. Vous savez, si nous avons accepté d'accompagner Tshisekedi, c'est parce qu'il était le porteur de l'espoir de tout un peuple. Kabila nous a sombré dans un bourbier de désespoir. Il était tout à fait normal que le peuple oriente son espoir sur ou vers le président qui vient. Félix a pris à Tembo, a pris à Castel. Félix a pris à Badivé na Malewa, a pris à Boula Foufou et Koutara 500. Ah bien, très bien. Mais regardez la contradiction. Il a commencé par décevoir d'abord le Kinois. Félix a déçu le Kinois. Il a déçu les Wewa. Il a déçu le Kassaya. Il a même déçu ceux de la diaspora. Et de surcroît, il a déçu tout un peuple sur qui on pouvait compter. Le peuple qui lui avait donné les cutus pour le représenter effectivement, valablement, au remplacement d'un régime qui nous a sombrés dans une précarité exécrable. Félix ne l'a pas fait. Aujourd'hui, si même il faudrait mettre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila sur la balance de poids, il pèse moins que Joseph Kabila. Non, mais lui-même, il fait la comptabilité de tout ce que vous dites. Hein. Il le reconnaît quand vous lisez ses dernières interviews, notamment chez nos confrères du journal Le Soir en Belgique. Il dit qu'il n'a pas encore donné satisfaction à ses peuples. Il parlait notamment des questions des temps. Il évoque les 2 ans des problèmes qu'il a eu avec Kabila. Ça, c'est quand même des faits conjoncturels que vous ne pouvez pas ignorer. Pendant 2 ans, Félix était bloqué par Kabila. Pendant 2 ans, Félix n'avait pas le contrôle total de la situation. Donnons-lui les temps. Peut-être que... C'est d'ailleurs pour ça qu'il demande un 2e mandat. Vous trouvez ça scandaleux que lui-même fasse un bilan, je veux dire, un peu pas élogieux de son action et qu'il demande un autre mandat? S'il reconnaît qu'il n'a rien fait pour le peuple congolais, il n'a qu'à rendre le tablier. Non, mais il explique ça. Quand il dit que pendant 2 ans, il était bloqué et tout ça. Son propre discours veut tout simplement dire il reconnaît qu'il a un stagiaire à la tête d'une grande institution comme président de la République. Lorsque nous avons un président, c'est parce que la Constitution regarde Félix Tshisekedi comme les symboles de l'unité nationale, comme les garants de bon fonctionnement de la République, comme le magistrat suprême, le commandant de forces armées de la République. C'est lui l'espoir, le père de la nation. Au-delà du fait qu'il soit président de la République, il est le chef de l'État. Il n'a pas à nous dire, non, ben voilà, si les choses ne marchent pas, parce que j'ai été bloqué par Joseph Kabila. Non, on n'en a pas besoin. Ce discours-là est révolu. On évalue l'action d'un gouvernement selon le 12 mois de gestion tel que défini par la ligne budgétaire adoptée par l'Assemblée nationale. Kabila est parti. Qu'est-ce que Tshisekedi fait? Kabila n'est pas là. Et je ne pense même pas si, pour ceux qui pensent que Kabila et Tshisekedi avaient fait un deal, est-ce que dans ce deal-là, dans leur contrat-là, dans leur convention-là, dans leur concession politique-là, occulte soit-elle, est-ce que Kabila avait dit à Tshisekedi de soutirer de l'argent du peuple congolais via RAM? Je ne pense pas. Est-ce que Kabila a interdit à Tshisekedi d'employer le Congolais? Je ne pense pas. Est-ce que Kabila a dit à Tshisekedi, dès lors que vous prenez le pouvoir, faites souffrir encore et encore le peuple congolais? Je ne pense pas.
Je ne pense pas. Est-ce que c'est Kabila qui a interdit à Tshisekedi, ne serait-ce que de construire un bâtiment aussi visible et palpable pour le peuple congolais? Je ne pense pas. Est-ce que c'est Kabila qui a dit à Tshisekedi d'échouer dans tous ses propres programmes qu'il a lancés depuis qu'il est là, à la tête du pays? Je ne pense pas. Ah donc, il faut arrêter avec ces genres de discours. Ça, c'est ce qu'on appelle de la démagogie. Et ces moments de la démagogie est révolu. Ici, nous devons dire la vérité. Et si vous pensez que vous avez échoué, rendez l'établi. Vous allez sauver votre honneur et votre personnalité. Il a dit qu'il a besoin de notre mandat pour finalement... Non, mais on donne le mandat après cet exercice de rédévabilité. On donne le mandat sur base de ce que vous avez fait de votre quinquennat. Qu'est-ce que vous avez fait? Vendeur d'illusions. Qu'est-ce que vous avez fait? Saigner l'argent du trésor public de l'État. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes assez dur, hein? Félix est un vendeur d'illusions. Non mais écoutez, avec la meilleure... J'ai dit d'ailleurs que la meilleure de façon pour soutenir Félix Tshisekedi, c'est de les critiquer sévèrement. Parce que Tshisekedi est tombé en deçà du standard moyen d'un président qui peut faire la fierté de son pays et des surcroît de son peuple. Les mots sont graves. Les mots sont non graves. mais je suis désolé. Les mots sont graves. Je suis désolé parce que la situation du Congolais est très grave. Après, ici, il ne faut pas qu'on dise que vous avez comment on dit ça, outrage au président de la République, ce genre de choses-là. Non, mais l'incompétence d'un président n'a jamais été l'une des infractions prévues dans la nomenclature des infractions en droit pénal. Donc Félix est un incompétent. Regardez la caméra. Oui, je regarde la caméra. Félix est un incompétent. Est un incompétent. Félix, dans cette école de la médiocrité, il a excellé plus que Joseph Kabila. C'est pas vrai. Je le dis avec toute ma responsabilité. Il a excellé. C'est comme ça que moi je dis, et Joseph Kabila et Félix Tshisekedi au rendez-vous entre le peuple et les dirigeants, le rendez-vous de 2023, il faudrait que ce gens-là ne reviennent pas. À la limite, on peut supporter leur femme comme candidate. Si Tshisekedi n'a pas pu réussir, il peut nous envoyer Denise Nyakero comme candidate aux élections de 2023. Autant pour Joseph Kabila, il peut nous envoyer Olive Lembe comme candidate. Et ils ont déjà échoué, ils n'ont aucune leçon à donner aux Congolais. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité du jour, c'est donc Monsieur Manix Iyenda. Avec lui, nous faisons la lecture politique ici en République démocratique du Congo de la situation de notre pays. L'actualité, c'est aussi les léopards, Monsieur Manix. Le président lui-même a annoncé son départ pour le Maroc. Ça crée énormément de problèmes. J'ai vu une centaine de députés et des sénateurs déjà arrivés sur place. Ça vous dérange que notre président aille accompagner, par exemple, les 11 nationales là où ils sont, ou vous êtes de ceux qui disent, bon, attendez, c'est une mission, il est le président de la République, premier supporter des Congolais, il doit être derrière nos léopards? Ben, vous savez, moi j'ai une lecture aussi contraire que les autres. S'il y a deux choses que nous devons reconnaître chez Félix Tshisekedi, c'est cette promptitude-là. C'est son abnégation, le courage d'accompagner nos léopards, surtout dans des grandes compétitions comme celle-là. Bravo au président de la République parce qu'il a été là, au stade. Il a été là avec le joueur, il a motivé le joueur. Peut-être qu'on peut insérer ça dans l'actif de son bilan pour son premier quinquennat. Ce que je reconnais encore pour le président de la République, c'est cette prière qu'il avait commencée à la première année de son mandat, la prière nationale au stade des martyrs. Peut-être ce sont là les deux actions qui entrent dans l'actif de son mandat. Mais quid alors du secteur du sport? Parce que lorsqu'on parle du sport, le sport, ce n'est pas seulement le léopard. Ça fait plus d'une décennie que nous avons aujourd'hui des ministères, des ministres des léopards et non de ministres du sport. Les sports, c'est les infrastructures sportives. Les sports, c'est aussi les fédérations, toutes les fédérations sportives. Les sports, c'est aussi la formation des athlètes. Les sports, c'est aussi tout ça. Quid alors du secteur du sport? Aujourd'hui, depuis 1958, pour la première fois, sous le régime de Tshisekedi, la Linafoot est suspendue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de moyens de transport pour faire déplacer les équipes d'une province vers une autre province. C'est quand même ridicule. C'est quand même ridicule. Pour un président qui se reconnaît comme un ancien sportif, je dis et je répète, c'est quand même ridicule. Donc c'est au-delà de tous les folklores, maillots des léopards, vous voulez plutôt que nous ayons des réformes structurelles pour booster les secteurs des sports? Bien sûr que oui. J'ai dit on n'a pas besoin des ministres des léopards. Encore que de ministres qui font des actions seulement lorsqu'il y a de matchs des léopards. On a besoin des ministres des sports. Parce que le sport est un grand secteur qui regorge autant d'enjeux. Autant d'enjeux. Regardez seulement lui-même la vision du président de la République. Lorsqu'il a pris le pouvoir, le président a fait un grand crachat sur nos clubs locaux. Il a dit, mon club préféré, c'est Paris Saint-Germain.
Ça, ce n'est pas le vouloir vivre collectif inséré comme ingrédient de base d'une nation. C'est une insulte sur nos fédérations de football de notre pays. C'est une insulte sur nos clubs locaux. Comment le président de la République, le président d'un pays, lance une insulte aussi grave en reconnaissant la dextérité en termes de capacités footballistiques d'un autre club que ses propres clubs. Deuxième fait, dans la maison présidentielle, payée par le contribuable congolais, pour un match des Real de Madrid, la première dame réunit les gens, le Congolais, pour regarder les matchs des Real de Madrid. Et on fait de cela un élément de communication. C'est quoi le message qu'on veut faire passer au peuple congolais? On a assez insulté le peuple. On a assez opprimé le peuple. On a assez brimé le peuple. Le temps de la révolution substantielle est venu. Moi, je me porte au garant. Je me battrai pour l'intérêt du peuple. Il faut que ce genre de choses, il faut que ce scandale à la tête du pays s'arrête. Le peuple congolais mérite la dignité, le respect, parce que nous sommes un peuple appartenant à un grand pays à valeur continentale, comme la République démocratique du Congo. C'est quand même insultant. Laissez-moi vous amener un peu à ces... Félix Tshisekedi out, Joseph Kabila, vous dites également out. Est-ce que vous pensez qu'il y a des Congolais valeureux, capables de porter ce pays, et sur lequel vous placez vos espoirs en 2023? Vous battrez campagne pour qui, par exemple? Ce n'est même pas question de battre campagne pour quelqu'un, mais seulement, je pense, qu'il y a des Congolais des qualités qui méritent effectivement la responsabilité de guider un grand pays. Lesquels? On a l'impression que la classe politique est tellement pourrie. Ça, c'est un discours que les gens racontent. Mais le meilleur critère... On dit, regardez, Mogoza la chasteté. On croyait, par exemple, à l'UDPS, 37 ans de combats, ils arrivent au pouvoir. Dans certains domaines, ils font même pire que Kabila qu'il combattait. Vous-même, vous parlez de la balance. Et si on les mettait aujourd'hui, ils ne pèsent pas par rapport à Kabila. C'est vous qui les dites. Est-ce qu'il y en a des Congolais comme ça? Parce que bon, les gens qui nous regardent ont l'impression qu'ils sont frappés par un désespoir. Il y a un dégoût contre l'homme politique, contre la classe politique qui est née. Dites-nous, il y en a encore des Congolais sur qui on peut espérer? Je le dis et je l'affirme qu'il y a encore des Congolais. Mais à condition que nous regardons les choses sur un seul critère. Le Congolais sur qui nous pouvons placer notre espoir en tant que peuple, il faut qu'il soit d'abord un Congolais qui a réussi sa propre vie, qui a réussi un de ses domaines privés. Et lorsque je vois ces profils-là, ces critères-là, je vois des gens comme Moïse Katumbi. Il a réussi sa propre vie. La gestion du tout-puissant Mazembe, ne serait-ce que les actions qu'il a faites dans son cachet natal, ça constitue effectivement une image aussi claire de confiance qu'on peut jeter sur cette personne-là. Il y a des gens comme Matata Mpogno. Allez voir ce que Matata fait dans son Kindo natal. C'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire. Mais lorsque vous regardez Tshisekedi, il était là au Kasaï. Il a échangé avec ses propres peuples. Il a utilisé même les expressions aussi ethnico-tribales le plus appropriées dans le contexte des Kassaïens. Mais il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait pour le Kasaï? Pas du tout. Si pour le Kasaï, il y a ça comme réalité, quid alors de l'Équateur, du Congo central, de Kivu, de Kisangani et les restes de province? Donc, il faut d'abord que nous ayons quelqu'un qui a réussi dans sa propre vie et qui a réussi dans un domaine privé. Effectivement. Matata, aujourd'hui, par exemple, Matata, c'est les profils des acteurs politiques que nous avons besoin dans ce pays. Avant d'être politique, il a été quelqu'un qui a excellé dans le domaine de l'économie. Matata est dans son passage, on peut voir Beseko, aller seulement scruter son parcours en tant que gestionnaire des Beseko. Il a un parcours élogieux. Mon cœur battrait pour le docteur Mukwege, par exemple. Docteur Mukwege, par exemple. Prix Nobel de la paix. On n'en parle même pas. Le président lui-même s'étonne pourquoi on ne rend pas hommage à ces vaillants Congolais, docteur Denis Mukwege. Nous avons besoin de gens comme ce gens-là. C'est comme ça que moi je dis, lors des élections de 2023, plus question avec des autodidactes politiques. Plus question avec le parachutiste. Plus question avec le politique spontané. Ceux qui viennent par voilà, un vent électoral, de gens qui ne comptent que sur les dictats de la communauté internationale. Cette fois-ci, c'est les rendez-vous du peuple et ses dirigeants. Et le peuple va devoir jeter son dévolu sur un Congolais qui a de la capacité managériale de transformer nos ressources naturelles à des véritables unités économiques pour le développement du pays. Pour le développement du pays. Vous avez vu le président lorsqu'il s'était rendu à Dubaï, Expo 2022 Dubaï. Il a été un véritable vendeur d'illusions. Le président est allé exposer la maquette d'un projet qui n'a même pas commencé. C'est quand même ridicule. On se sert de Maître Gims comme l'une des externalités positives dans le secteur de la culture de notre pays. C'est quand même insultant.
Alors que nous avons des dames comme cette femme-là qui a créé le robot roulage. Le président pouvait partir avec cette femme-là pour présenter une technologie inédite, made in Congo, robot roulage. Nous avons un professeur qui nous a pondu une intelligence aussi exceptionnelle en créant un téléphone smartphone, téléphone Okapi. C'est-à-dire, il y a de Congolais de qualité. Si Tshisekedi se rend compte qu'il a lamentablement échoué, il n'a qu'à rendre le tablier. Il y a de Congolais de qualité qui peuvent bien gérer ce pays. Et pour ça, je dis, on peut faire confiance à des gens comme Moïse Katumbi, par exemple, Matata Mponyo, Denis Mukwege. Il y a bien de Congolais. Mais à la limite, si Joseph Kabila peut revenir, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Il y a une bouche qui disent Kabila zonga na okaka. Pourquoi ils le disent? Parce qu'ils se sont rendus compte que Félix a fait pire que Kabila. C'est Kabila que nous avions autrefois défini comme l'incarnation du mal congolais. Aujourd'hui, c'est un bon élève dans cette école de la médiocrité. Félix est tombé bas. C'est parce que les gens, maintenant, aujourd'hui, les gens disent « Ok, Kabila zonga na. » Mais seulement si Kabila revient, Kabila fera encore un meilleur président. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà rendu compte de ses propres erreurs, des erreurs de Félix Tshisekedi, et Kabila comprendra comment rectifier le tir, comment recadrer les tirs. Parce qu'il a des paradigmes de gestion en termes des référentiels, de ses propres erreurs et des erreurs de Félix Antoine Tshisekedi. On va parler de ça. Kabila va revenir, vous êtes juriste, vous avez la Constitution avec vous, Jeannet. Est-ce que vous pensez qu'au regard du droit positif congolais, Kabila a-t-il une possibilité de candidater en 2023? Affirmatif. Sur le plan du droit. Qu'est-ce que vous faites de l'article 70? Et sur le plan de la Constitution, Kabila peut revenir aux élections de 2022. Qu'est-ce que vous faites de l'article 70? Je veux orienter ma réflexion sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est sur les conditions d'éligibilité d'un candidat président de la République. Deuxièmement, sur la question du statut d'un ancien président de la République, sénateur à vie. Et enfin, je parlerai du nombre de mandats maximal, tel que Kabila a déjà épuisé pour ces 2 mandats qu'il a réalisés. Pour être président de la République, il faut remplir principalement 4 conditions. Et c'est ce qui est prévu et même reconnu au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Et ces conditions sont prévues dans l'article 72 de la Constitution. Premièrement, il faut posséder la nationalité congolaise, être âgé d'au moins 30 ans, jouir de la plénitude de ce droit civil et politique, et enfin, ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Dis-moi, quelle est cette condition qui interdit à Joseph Kabila de ne pas revenir? Aucune. Donc on ne dit pas ne pas être ancien président de la République. Pas du tout. La Constitution est claire. Article 72. On donne 4 conditions pour être candidat président de la République. Et les conditions dûment reconnues par la CNI. On parle de quoi? Deuxième chose. Puisqu'on parle des sénateurs à vie, il y a même des professeurs, membres d'un certain nombre de partis politiques, des professeurs qui se sont fait balloter au gré de vague. Heureusement qu'ils ont cogné déjà l'iceberg et leur naufrage est tout à fait manifeste. Vous parlez du professeur Mbata? Lui, par exemple. Il parle de sénateur à vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faut Kabila Koufa. Assez quoi? Et puis assez qu'on a combo mon sous. On dit c'est un statut viager qui est collé à l'homme. Les sénateurs à vie n'est pas un statut fonctionnel. C'est un statut symbolique, c'est un statut honorifique. Comme preuve, les sénateurs à vie n'est pas reconnu par la CENI comme l'un des candidats sénateurs qui a participé dans la compétition électorale. Deuxièmement, le sénateur à vie n'a pas de circonscription électorale. Troisièmement, le sénateur à vie n'a pas été élu par un suffrage universel indirect par le député provinciaux. Et de surcroît, le sénateur à vie n'a pas d'assistant parlementaire, moins encore des suppléants. Encore chose grave, les sénateurs à vie n'est même pas liés par les règlements d'ordre intérieur du Sénat. C'est-à-dire que Kabila peut faire 100, 200, 300 jours d'absence non justifiés. Les règlements d'ordre intérieur considérés comme les sièges juridiques et disciplinaires des sénateurs ne peuvent pas sanctionner un sénateur à vie. Et donc, ce qui justifie à suffisance que le sénateur à vie est un titre honorifique. Le deuxième volet de la question sur sénateur à vie, c'est justement l'étude du droit comparé. On nous dit oh non, aux États-Unis, attention. La Constitution de notre pays n'a pas comme source de provenance, source référentielle, la Constitution américaine. Notre source d'inspiration, c'est la Constitution française. Et en France, on parle aussi des anciens présidents de la République. Et il y a aussi une qualité prévue pour les anciens présidents de la République en France. Lisons l'article 56 et 57 de la Constitution française, où on traite les anciens présidents de la République comme des membres de droit et à vie
du Conseil constitutionnel français. C'est-à-dire, dès lors que vous devenez ancien président de la République en France, vous devenez d'office et de droit membre du Conseil constitutionnel à vie. Non, mais quand vous faites le droit comparé, il y a d'autres articles dans la Constitution française qui parlent d'un problème de choix. Non, mais pas on du tout. n'oblige pas. Non, mais cette voie-là est une voie inéluctable pour tous les anciens présidents de la République. Mais seulement dans l'article 57 de la Constitution française, on ouvre la brèche, on dit les anciens présidents de la République peuvent briguer un autre mandat lors de prochaines élections. On parle de membres du Conseil constitutionnel à vie, ce qui est équivalent au statut des sénateurs à vie. Donc, au regard de cet article 57, quand tu as déjà fait 2 mandats, tu pars, tu as la possibilité de revenir. Mais tu as la possibilité de revenir. Je donne un autre exemple. Si Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il fait son mandat et lors des élections de 2023, il échoue. D'abord, premier critère, il deviendra ancien président de la République. Et l'article 104 de notre Constitution définit les sénateurs à vie comme tout ancien président de la République élu. Et donc, Tshisekedi sera un ancien président de la République, un sénateur à vie. Et donc, peu importe le premier mandat qu'il a fait, selon la logique de ce gens-là, il ne peut plus revenir alors, lors des élections de 2028. Parce que s'il revient, qu'est-ce qu'on dira? On dira qu'il est en train de faire son 2e mandat. Cette réflexion-là ne tient pas la route. Et donc, si Joseph Kabila revient lors des élections de 2023, on ne dira pas que Joseph Kabila est en train de faire son 3e mandat. Pourquoi? Parce que la notion du mandat n'est pas liée à la personne de Joseph Kabila ou encore de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La notion du mandat est liée à la fonction président de la République. Porté par un individu qui a une personnalité juridique unique à lui. On dit toujours que les individus qui draine sa personnalité. C'est vrai qu'on parle de la fonction, on parle de la possession qui est le mandat, mais cette possession-là est portée par un homme. Non, mais la Constitution... Et cet homme-là, comment faire pour le renouveler? Parce qu'en réalité, c'est l'homme qui a porté ce mandat pendant 2 fois. Justement, on dit d'ailleurs dans le terme politique que nous utilisons le plus souvent, les hommes passent, les institutions restent. Les constituants, les législateurs suprêmes n'ont rien à voir avec Joseph Kabila, n'ont rien à voir avec Félix Tshisekedi, le nom de Félix Tshisekedi. Sinon, on allait écrire le nom de Félix Tshisekedi dans la Constitution. Parce que le constituant n'a rien à voir avec l'individu Tshisekedi. Les constituants regardent la sacralité de l'institution président de la République. Et pour cette institution, l'article 70 de la Constitution dit « Le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois ». Ici, le mot qui m'étique, c'est le terme « renouvelable ». Or, pour renouveler un mandat, il faut forcément avoir un mandat qu'on exerce en cours. Ça, c'est même une interprétation littérale. Ce qui voudrait dire que les législateurs suprêmes conçoivent les mandats comme une réalité successive. Et donc, dès lors que vous avez fait votre deux mandats, comme ça a été le cas pour Joseph Kabila, Kabila peut partir, Tshisekedi revient, mais Kabila peut encore revenir lors des élections de 2023. Et cela n'est pas interdit. Personne ne peut passer sur ce plateau pour m'éprouver le contraire sur base des dispositions constitutionnelles prévues. Et donc, ce débat-là, c'est un débat de bas étage, c'est un débat des politiciens peureux, qui ont peur d'un régime parce qu'ils ont fait pire que Joseph Kabila. C'est cela la raison. La simple raison. Donc Kabila peut revenir. Non, mais Kabila peut revenir. Mais seulement, sur le plan juridique, cela est prévu. Mais moi, je me demande, est-ce que le peuple congolais, le même peuple qui avait vomi Joseph Kabila, peut encore se donner les luxes d'élire de nouveau Joseph Kabila à la tête du pays? Je ne pense pas. Ben là, c'est un autre débat. Et s'il advenait que Kabila se retrouvait seul à seul avec Félix Tshisekedi, on ne sait jamais. Non mais attention, cela serait comme une image d'un peuple. Non, mais parce que vous dites qu'aujourd'hui, sur la balance, Félix ne pèse pas par rapport à Kabila. On peut, oui, effectivement, ce sont des réalités politiques. Vous pouvez vous réveiller comme ça, on vous exclut Katumbi, soi-disant qu'il n'est pas des pères et des mères. On s'organise pour mettre des conques à jambes à tel, et à un moment donné, vous vous retrouvez avec Kabila et Tshisekedi. Non, mais si. Je sais que vous battrez campagne pour Kabila à ce moment-là. Non, mais tout le monde sait que devant Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, le choix est clair. Le choix, c'est... Tshisekedi perdra les élections. Ça, c'est très clair. Il perdra les élections. Alain Bolodjo a été ici, je l'ai trouvé un peu plus dur avec vous, un peu plus dur que vous. Il a dit, même devant mon caméraman ici, Tshisekedi va perdre les élections. Non, mais... Il dit que mon caméraman ferait mieux que Félix Tshisekedi. Non, mais il n'a pas dit faux, parce qu'au régime à Tshisekedi est comme une kélé. Le régime de Tshisekedi, le régime de l'Union sacrée de la nation, est comparable à Biloko ya Kolia ou Kolingi Olia Mokuti Mpesenakati. Aux degrés en kélé.
C'est un régime Donc vous ne scandaleux. reconnaissez rien, Tshisekedi. Il n'a Non, rien mais- fait. La gratuité de l'enseignement dont il se targue ici. On vous dit les billets d'avion qu'ils ont rabattus. C'est un certain nombre de choses. Non, mais l'ironie du sort, on parle de billets d'avion, mais le Congolais ne se déplace pas parce qu'il n'y a pas d'avion. Vous imaginez? Le Congolais ne se déplace pas parce qu'il n'y a pas d'avion. C'est quand même dommage. Aujourd'hui, toutes les unités économiques qu'on est en train d'utiliser, c'est pratiquement les œuvres laissées par un président et par un premier ministre. L'immeuble intelligent qui abrite aujourd'hui autant de ministères, c'est l'œuvre de Matata. Les Transco sur quoi on bombe la poitrine aujourd'hui, c'est l'œuvre de Matata. Et voire même le bâtiment qui voulait condamner Matata, le bâtiment de la Cour constitutionnelle, c'est l'œuvre de Matata. La primature aujourd'hui, c'est l'œuvre de Matata. La stabilité du cadre macroéconomique, c'est l'œuvre de Matata. Hôpital du cinquantenaire, l'œuvre de Matata. L'ENA aujourd'hui qui totalise plus de 700 jeunes affectés dans l'administration de l'État, c'est l'œuvre de Matata. C'est-à-dire si Matata demain vient avec la posture d'un candidat président de la République, il aura un discours. Il va rappeler le peuple congolais tout ce qu'il a fait. Et Tshisekedi nous rappellera quoi? Parce qu'à la fin de son mandat, il sera rédévable devant le peuple. Il doit dire au peuple ce qu'il a fait. Et le peuple lui rappellera ce qu'il n'a pas fait. C'est en cela le grand problème. C'est en cela qu'il ne sera pas élu de nouveau. Donc il y a un temps où nous devons dire quand même la vérité, rien que la vérité, des vérités sans chemise et des vérités sans gants. Moi je le dis parce que trop, c'est trop. On tend petit à petit vers la fin de cette émission. Il se pose aussi un problème avec ces Matata-là. Je viens de lire sa correspondance adressée au ministre de la Justice, dans laquelle il se plaint un peu du comportement du speaker de la Chambre haute et du Parlement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème entre Matata et Bahati Lukwebo? On a l'impression que les deux ont eu des problèmes qu'ils ont du mal à résoudre et qui transparaissent aujourd'hui sur la place publique. Le problème c'est Bahati. Le grand problème c'est Bahati. C'est Bahati qui freine. C'est Bahati qui ne veut pas que Matata recouvre ses humilités. Non, mais il attend la correspondance de la justice. Non, mais Matata s'est adressé d'abord au président de la République. Au nom du principe, vous êtes juriste, parallélisme de... Vous appelez ça comment? Des formes Parallélisme et de forme et des compétences. Non, mais ça n'a il rien a à voir. levé ça après une requête de la justice. Non, pas du tout. Mais il faut que la justice revienne vers lui pour dire finalement on arrive... Voilà. Non, mais quid alors du principe de l'indépendance de juge? Quid alors du principe des Montesquieu, la séparation de pouvoir? Lorsque les arrêts sont rendus, est-ce qu'on a besoin que la Cour puisse écrire encore au président du Sénat, alors que la Constitution le dit clairement, article 164. Les arrêts de la Cour sont exécutoires et de manière immédiate. Mais le jour où la Cour avait rendu son arrêt, vous avez vu la réaction de Bahati. D'abord, il a remis l'intelligence aussi constitutionnelle du professeur Dieudonné Kalouba en cause, et des deux, il dit que l'arrêt ne le concerne pas. Ça, c'est très grave pour une république. Le problème, c'est Bahati. Le président du Sénat, c'est celui qui bloque les choses. Matata a écrit au président de la République, en sa qualité de garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Matata a écrit à ses collègues sénateurs. Il a écrit également à la ministre de la Justice, parce que cette forme d'inégalité, cette forme d'injustice est insupportable. Qu'est-ce que Matata a fait? La République perdra quoi si Matata recouvre sa liberté? Le Congo gagnera quoi si Matata est condamné? C'est cela le problème. On ne veut pas de Matata parce que Matata fait peur. On ne veut pas de Matata parce que les œuvres de Matata crient fort. On ne veut pas de Matata parce qu'il y a tout un peuple qui se reconnaissent et qui s'identifient dans l'action de Matata. Il y a quelqu'un qui dit que la peur quitte vos esprits. Il faut que la peur quitte le camp de l'Union sacrée de la nation. Non, mais sur la tête des Matata, il y a aussi les détournements de plus de 200 millions de dollars américains de l'affaire Bukangalonzo. Hein. Non, mais écoutez, on dit la responsabilité Il y a un de rapport, la preuve il y a un incombe à celui qui accuse. Non, mais le mal, c'est ça. Comment vous dites ça en anglais? Comment plutôt le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un blocage parce qu'un ancien président de la République n'a pas de juridiction compétente pour les juger. Mais sinon, moralement, cela n'ôte à rien sur le fait que pèse sur les épaules des Matata Pogno les détournements de plus de 200 millions. Il y a un rapport assez accablant dans ces domaines-là, rendu par l'IGF, non? Vous savez, en droit pénal, le droit pénal est un droit de strict respect. Il y a un principe fondamental en droit pénal qui dit le nullum crimen nulla poena sine lege. On ne peut pas condamner quelqu'un en dehors de la loi. C'est même ça le principe de la légalité de peine. Le législateur a prévu, c'est ce qu'on appelle même le principe des privilèges des juridictions. Des juges
naturel, adaptable à chaque organe de l'État, selon qu'il s'agit d'un degré de responsabilité étatique. Pour le président de la République et pour le Premier ministre, le juge naturel, c'est le juge de la Cour constitutionnelle. En fonction, bien sûr. Surtout en ce qui concerne la responsabilité pénale. Et là, on parle de président de la République et Premier ministre en fonction. Mais regardez, pour le président de la République, on lui a donné un répondant juridique. La loi portant statut des anciens présidents de la République. Alors que son colistier en termes de responsabilité pénale, c'est le Premier ministre, qui n'a pas de fondement juridique jusque-là. C'est comme ça qu'on parle d'un vide juridique criant, qui ne donne pas la possibilité aux juges de juger Matata. Le même dossier de Boukangalonzo a été transmis. Les juges ne peuvent pas le faire, mais moralement, moi j'évoque aussi ça. Hein. On a des blocages sur le plan des juges, mais sur le plan de la morale, enlever aussi de la tête des Congolais que Matata a un rapport accablant contre sa personne, rendu par l'IGF. Hein. Si nous ne voulons pas reconnaître le pouvoir de notre pouvoir judiciaire, que M. Bahati porte la toge et juge Matata, que Tshisekedi porte carrément la toge pour juger Matata, que tous ces animateurs de l'Union sacrée jugent carrément Matata. Et là, on parlera de l'arbitraire, d'un état de jungle, d'un état de nature. Le Congo est une république. Si nous sommes une république, c'est parce que nous devons respecter les règles prévues de notre pays. Et ce qu'on voit avec l'affaire de Matata, c'est quand même décevant. Matata, c'est un Congolais qui mérite le respect national. C'est un ancien Premier ministre qui peut aider le gouvernement d'aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes d'expérience politique. Parce qu'il a des leçons à donner au travers les actions qu'il a laissées comme empreintes. Presque une heure d'émission, magnifique. Je ne me suis même pas rendu compte si on ne m'avait pas rappelé. C'était tellement bien. On va finir, les Congolais vous regardent. Vous leur dites quoi? Tout sauf Félix Tshisekedi. Pas lui. Nous avons déjà eu un président militaire, un président civil. Le Congo n'a pas changé. Un président Luba, Mukongo, Muswahili, Mungala, le Congo n'a pas changé. Chose grave, un président de l'opposition et celui de la majorité, le Congo n'a pas changé. Cette fois-ci, jetons nos dévolus sur des gens qui sont capables d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Si autrefois nous avions défini le poids politique comme le fait d'avoir autant de ministres, autant de gouverneurs, autant de députés, cette fois-ci définissons le poids politique comme la capacité d'un acteur à répondre aux problèmes du peuple congolais. Le rendez-vous de 2023, c'est le rendez-vous entre le peuple et ses dirigeants. Et donc, regardez l'avenir de notre pays et c'est à nous de juger. C'est le peuple qui est considéré comme les derniers remparts. Nous avons déjà assez souffert. Il faudrait que Tshisekedi rende le tablier. Il y a des candidats, il y a des personnalités politiques qui méritent la gestion de ce pays. Denis Mukwege est là, Matata Mponyo est là, Moïse Katumbi est là. Nous pouvons leur faire confiance. Parce qu'ils ont déjà réussi avec leur propre vie privée. Allez, Manip Siyenda, merci beaucoup. C'est à moi de vous dire merci. Je vous rassure que ça ne sera pas la dernière. Merci Nos portes seront grandement ouvertes. Ça a été une émission assez intéressante. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était donc Monsieur Manip Siyenda, président d'un mouvement politique qui a développé ses opinions sur ce qui se passe en RDC. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci à notre partenaire, la boutique La Londoloise, avec sa patronne Judith Londolé Betoko. Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko, c'est d'ailleurs elle qui nous habille encore ce matin. Si vous avez aimé, appelez, commandez, et ça me fera énormément plaisir. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.